Bienvenue à tous. En général, bienvenue à l'hôpital Broussais, bienvenue à la chaîne de l'Espoir. J'espère d'abord que vous avez passé de très bonnes vacances. La chaîne a eu des vacances un peu troublées. Compte tenu de la situation, nous étions à Kaboul avec Jean Roch et il y a eu plusieurs attentats, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Et peut-être que c'est une introduction pour notre échange ce soir. Auparavant, je voudrais vous dire l'émotion et l'interrogation profonde qu'il y a au niveau de la chaîne de l'Espoir. Et peut-être que chacun de vous, en partant d'ici, pourra réfléchir, pourra nous appeler, pourra dire ce qu'il pense, ce qu'il croit qu'il faut faire face à, je dirais, ce flux, ces migrants, cette situation absolument dramatique. Il y a des réunions non-stop actuellement à la chaîne. Nous allons envoyer très rapidement, dans les jours qui viennent, une mission en Grèce, en Turquie. C'est difficile de savoir quoi faire, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il faut faire. On ne peut pas être uniquement dans l'amont face à ce drame. Et donc la chaîne de l'Espoir va se positionner. Alors, il y a différentes pistes qui sont développées déjà. Ce n'est pas le propos ce soir, mais je veux dire, tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui ont la volonté d'aider, d'être disponibles et de participer à cette discussion, peut-être d'appeler Paul qui est là-haut, je dis peut-être d'appeler Alain, d'appeler Jean Roch, de m'appeler, mais je crois que tous ensemble, on ne peut pas rester les bras ballants et face à ce drame qui est à nos portes. Donc nous avons déjà des relations avec Sinan de l'association WAA. Et donc, nous allons faire, mais toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Alors, excusez-moi, mon général, d'avoir pris ces quelques minutes. Alors, nous étions il y a quelques minutes avec Paul, et il nous racontait d'abord comment vous vous êtes connus, et pourquoi et comment vous êtes ici. Alors, vous avez été chef d'état-major de l'armée de terre de 2011 à 2014. Vous êtes aujourd'hui, et c'est un point important de l'aspect qu'on va aborder, les blessés, mais les blessés militaires. Vous êtes gouverneur des Invalides et vous avez été, et je crois que dans la partie questions, ça sera aussi une des fonctions, une de vos fonctions qui a beaucoup de questions. Vous avez été numéro 2 de la DGSE. Alors, qui mieux que vous peut parler de l'engagement des forces françaises à travers le monde? Alors bien sûr, il y a eu l'Afghanistan, nous en parlions il y a quelques minutes ensemble, et sans l'armée, il n'y aurait probablement pas eu l'hôpital de la mère et de l'enfant, l'hôpital français de Kaboul. Il y a eu des relations pendant toutes ces années. Sans les transals de l'armée, sans l'aide de l'armée, nous n'aurions pas pu le faire. On se souvient avec Alain des Boat People, avec lesquels nous avons fait plusieurs campagnes avec la Royale. Alors aujourd'hui, les frappes aériennes en Irak, peut-être en Syrie bientôt, l'engagement militaire au Mali, en Centrafrique, avec cette campagne ayant permis de bloquer l'avance des djihadistes. Et bien sûr, nous avons une grosse antenne au Liban, et bien sûr, vous êtes également présent avec la FINUL. Alors bien sûr, je le disais, vous êtes gouverneur aussi des Invalides, et vous avez choisi de vous occuper, de soigner, de rapatrier les grands blessés militaires, et c'est aussi un aspect de ce que nous allons aborder ce soir. Alors, en général, j'aurai beaucoup de questions, ils viendront. C'est d'abord comment est-ce que l'armée peut faire face à tous ces sites d'engagement. Pensez-vous que à un moment, il faudra s'engager un peu plus vis-à-vis de Daesh? Ce sont des tas de questions qui viendront après votre propos. Merci encore, mon général, d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup.
Oui, bah, je vais utiliser ça. Ouais. Avant de m'asseoir, je voudrais vous dire que malgré ma relative expérience, je suis assez impressionné depuis que j'ai compris qui j'avais en face de moi. Parce que Paul Naon, très gentiment, m'a convié à venir. On a convenu que je pourrais vous parler un peu des opérations extérieures, de leur évolution et de leurs conséquences sur nos soldats, les tués, les blessés, la nature des blessures et ce qu'on fait ensuite. Mais j'ai bien conscience que beaucoup de ce que je vais vous dire vous évoquera des engagements personnels de chacun d'entre vous de par le monde. Et donc je m'incline à la fois devant votre dévouement, dont je connais qu'il est sans limite, et devant l'expérience que vous représentez, puisque je pense qu'à vous tous, vous avez parcouru le monde un certain nombre de fois. Donc il est prévu, Paul, que j'endorme cette assistance pendant 20 minutes, 25 minutes, et qu'ensuite je réponde aux questions. Évidemment, dans la limite de mes possibilités, je répondrai à toutes vos questions, mais certaines sont d'une complexité infinie. Vous avez évoqué la crise des migrants. Qui a la solution? On ne sait pas. Et puis dans les questions les plus brûlantes d'actualité, je ne suis pas forcément le mieux placé, puisque, ayant quitté mes fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre il y a 1 an, je ne dis pas que je suis devenu un irresponsable, mais en tout cas, je ne suis plus directement en charge de la formation et de l'emploi des soldats en opération ou des décisions de ce genre. Mais enfin, on peut toujours parler. Voilà. Y arriver. Voilà. Réveil. Voilà, vous inquiétez pas. J'ai prévu quelques pages, mais j'ai pensé que je pouvais organiser mon propos autour effectivement de 2 parties. La première partie, c'est vous rappeler un petit peu que notre armée française, au cours des dernières décennies, les derniers 30 ans à peu près, voilà, eh bien, a été beaucoup engagée, mais qu'il y a des très fortes évolutions dans la nature de ces engagements et par conséquence des très fortes évolutions dans l'organisation, le volume et les capacités de nos armées. Et malheureusement, ces évolutions vont plutôt dans le sens décroissant, et donc ces capacités sont, même si elles sont significatives, sont assez réduites dès lors qu'on aborde des situations concrètes. Alors, pour parler de l'évolution des opérations, je voudrais distinguer deux grandes périodes. Bon, évidemment, je ne vais pas remonter à l'Algérie, l'Indochine ou à la Deuxième Guerre mondiale, mais je voudrais évoquer en gros de 78 à nos jours. Et il y a vraiment 2 périodes très distinctes. De 78 à 90 ou 91, et la bascule, et j'y reviendrai, ça sera la guerre du Golfe. Et depuis cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, des opérations dont vous allez comprendre qu'elles sont significativement différentes. C'est quand même 70 opérations extérieures différentes auxquelles ont participé nos soldats dans cette période. Avec une armée de terre qui, de 78 à nos jours, est passée de 330 000 hommes à 100 000 hommes. Alors, je vais vous parler principalement de l'armée de terre, non pas que j'ignore l'action des autres, mais pour 2 raisons. La première, c'est que je suis un peu légitime à en parler, pour en avoir été le responsable pendant 3 ans, après 40 et quelques années de bons et loyaux services. Et puis surtout que, bon an, mal an, c'est l'armée de terre qui fournit 80% des effectifs en opération, quels que soient les théâtres. Et donc, c'est sur un plan statistique, d'écrire ce qui se passe dans l'armée de terre permet aussi de comprendre ce qui se passe dans le reste des armées. Alors donc la première période, alors quand on remonte à 78 à 91, si on prend le continent européen, c'est encore la période de la guerre froide. C'est aussi une période où l'armée française est une armée mixte, avec une grande majorité d'appelés, et puis un certain nombre
d'unités professionnelles, quelques noyaux professionnels. Et ce sont ces unités principalement qui vont être engagées en opérations extérieures, avec des volumes qui vont rester assez faibles. Si vous remontez aux premières opérations que vous avez pu connaître, le Zaïre avec Kolwezi, un bataillon, la Légion, le Liban au début, le Tchad, c'était des opérations assez limitées en volume. Et bien sûr, les zones prioritaires étaient l'Afrique et le Proche-Orient. Notre armée à l'époque était constituée en majorité d'un corps blindé mécanisé qui était tourné vers l'Est et dans le cadre de nos alliances, et bien sûr notamment nos alliances dans le cadre de l'OTAN, même si nous avions depuis le coup de gueule du général de Gaulle en 1965 quitté le commandement intégré, nous étions encore totalement engagés dans les plans avec beaucoup de régiments encore en Allemagne. Et moi, pour ma part, j'ai commencé une partie de mes affectations à l'époque encore en Allemagne. Et puis il y avait la force d'action rapide qu'on a créée à partir de 1984, qui, elle, avait simplement une quarantaine de régiments, alors que dans le corps blindé mécanisé, il y en avait près d'une centaine. Et puis nous avions encore à l'époque beaucoup de régiments de réserve et une répartition sur l'ensemble du territoire national qui était la défense opérationnelle du territoire. Dans cette période de 1978 à 1991, les Français ont conduit une quinzaine d'opérations. Les principales, en 1978 au Zaïre, à Kolwezi, vous la connaissez bien, au Tchad et au Liban de façon continue, avec Beyrouth qui a été marquée par le drame du Drakkar en 1983, et puis la FINUL au sud-Liban qu'on vient d'évoquer, mission qui dure toujours, vous le savez. Ce sont des engagements de petite taille, mais dans la durée, ça constitue quand même des pertes assez considérables. Ce sont 158 soldats que nous avons laissés au Liban. Et le hasard veut que lorsqu'on fait le décompte des soldats tués au Tchad, eh bien c'est également 158 hommes que nous avons perdus au Tchad. Et j'étais un peu le premier surpris de voir ces volumes, parce que bien sûr, quand il y a des morts, il y a aussi des blessés, et on imagine la quantité de tués et de blessés que nos armées ont dû traiter dans le passé, pas forcément toujours avec la même précision et attention qu'aujourd'hui, et on essaye d'ailleurs actuellement de rattraper un peu des vieux blessés qu'on retrouve ou des familles de tués qu'on estime, comme Drakkar par exemple, qu'on estime ne pas avoir à l'époque suffisamment entourés. Donc, à cette époque-là, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, les unités professionnelles sont très engagées et le gros des forces attend l'adversaire, le pacte de Varsovie, etc. Et donc, on peut parler à l'époque d'une armée à deux vitesses. Et bien sûr, se pose la question du devenir du service national. Ces deux présidents de la République successifs vont porter un coup fatal au service national. Le premier, c'est François Mitterrand, qui, en 1990, refuse que les appelés participent à la guerre du Golfe. Or, à l'époque, il nous faut engager 20 000 soldats et on n'a pas assez d'unités professionnelles pour constituer un corps de bataille, la division d'Aguet, avec uniquement des professionnels. Et donc, ça a fait un désordre absolument phénoménal et on a été obligé, dans l'urgence, de prendre les équipements de certains régiments d'appelés, notamment dans mon arme d'origine, la cavalerie, les blindés, et on a pris les blindés pour aller les donner à d'autres qui étaient des soldats professionnels, qui ne savaient d'ailleurs pas très bien s'en servir. Et donc après, on a demandé à l'encadrement du régiment d'appelés d'aller former les autres pour partir à leur place. Vous imaginez les séquelles, il y a des colonels qui ont démissionné, il y a des gens qui ont été écœurés, et même nos appelés étaient très, très déçus de ne pas pouvoir, alors qu'ils étaient formés, être engagés. Donc ça, c'est le premier coup dans le service national. Le second, eh bien, c'est évidemment le président Chirac qui, 4 ans plus tard, ou 5 ans, en 1995,
a choisi entre plusieurs propositions. Et à l'époque, moi j'étais à l'état-major de l'armée de terre, on a proposé une armée mixte, c'est-à-dire un noyau de 150 000 hommes professionnels, et de garder un service militaire à 6 mois, avec, il fallait à peu près 100 000 hommes pour encadrer toute la jeunesse française. Mais force est de constater que le service national obligatoire, universel et égalitaire, était déjà mort. Car depuis des années, au fur et à mesure où on réduisait le format de l'armée française, eh bien, on ne pouvait plus prendre une classe d'âge complète. Et à l'époque, il ne s'agissait que des garçons. Donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on a inventé des formes autres pour permettre aux plus doués de rendre un service à leur pays. Mais en fait, beaucoup, les meilleurs, sont partis en service national économique, en ambassade, ou partis tout court. Et puis, les plus faibles, ceux qui avaient sans doute le plus besoin de service national, ou les plus marginaux, ceux qui fumaient des cigarettes bizarres, ceux qui avaient des amitiés, encore à l'époque, un peu extraordinaires, tout ça. Les médecins aspirants, que certains d'entre vous ont peut-être été, avaient la consigne de réformer assez facilement. Et ce contingent dont moi je disposais quand j'étais jeune officier, petit à petit, on a eu les braves garçons, ceux qui n'étaient pas assez malins pour s'exfiltrer par le haut, ou pas assez faibles ou particuliers pour être réformés, parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que, et puis maintenant que la loi nous impose de proposer ou d'imposer la même chose aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, vous voyez qu'une classe d'âge maintenant, c'est 700 000 à 800 000 jeunes. L'armée que j'ai eu l'honneur d'essayer de commander pendant quelques années avait à peu près 100 000 hommes, 100 000 militaires, dont la moitié était toujours engagée en permanence dans des opérations, des missions, etc. Il ne restait absolument pas, et il ne reste pas aujourd'hui la possibilité de prendre en compte toute une classe d'âge. C'est un point important parce que le débat est récurrent. Et évidemment, nous sommes, nous, les premiers à regretter ce brassage du service national qui, d'abord, offrait une ressource de grande qualité. Et puis, mais il y a un rapport direct, d'une part, entre les opérations, avec le fait que si on ne veut pas engager en opération des appelés, ce n'est pas la peine d'avoir des appelés. Et puis, deuxièmement, le fait que dans une armée qui se réduit, c'est mathématique, on ne peut plus s'occuper et prendre en charge une classe d'âge complète. Alors, on arrive petit à petit à la guerre du Golfe, qui est un peu, là, comme je vous l'ai dit, la charnière, et qui va ouvrir une seconde période, de 90-91 à nos jours, où les opérations vont devenir de plus en plus dures, avec des combats de plus en plus violents, des adversaires de mieux en mieux armés, et des opérations qui vont prendre des dimensions importantes et devenir quasiment toujours multinationales. Alors que dans le passé, on s'engageait pratiquement toujours seul. Là, on a commencé à s'engager sous le drapeau. Moi, je sais que si je prends l'exemple de la Yougoslavie, j'ai servi sous le drapeau de l'Union européenne dès 1991, sous le drapeau de l'UE fin 1995 et sous le drapeau de l'OTAN en 1996. Et nos soldats ont pris l'habitude de travailler dans un cadre multinational, comme c'était le cas il y a peu de temps en Afghanistan notamment, ça a été très longtemps le cas au Kosovo, etc. Alors, ce nouveau type d'opération convient finalement assez bien à une armée professionnelle. Parce que si on prend les théâtres tels que l'ex-Yougoslavie, la Côte d'Ivoire ou l'Afghanistan, par la durée de la mission et les effectifs engagés, il faut y faire passer pratiquement toute une armée. Et les gens tournent, tous. Si je prends l'exemple de Sarajevo, où j'ai fait pour ma part 2 séjours, mais j'ai vu un régiment d'infanterie de marine qui est parti 3 fois en 3 ans à Sarajevo.
et en restant à chaque fois 4 ou 5 mois sur place. Donc vous imaginez à la fois le rythme que ça représente, et puis le brassage culturel. Et il faut reconnaître, hein, c'est un petit peu, je dirais, cynique de parler comme je vais le faire, mais que ces grandes opérations, eh bien, ont été la matrice de formation et d'aguerrissement de l'armée professionnelle française. Et qu'après avoir eu longuement l'Afghanistan, l'ex-Yougoslavie, puis le Kosovo, il y a 100 000 hommes qui sont passés au Kosovo, dans ce tout petit pays, en une quinzaine d'années. Alors au début, on avait 4 000 hommes, mais à la fin, on en avait plus que 2 000. Mais comme ils changent tous les 4 mois, et quand vous restez 10 ans, eh ben, vous arrivez très vite à des effectifs comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est à peu près la même chose. Alors, ce n'est pas 100 000 hommes différents, puisque certains reviennent plusieurs fois, mais vous voyez que ça fait un brassage assez considérable. Bien. Alors, face au durcissement de ces opérations, et je pense que vous qui côtoyez l'armée française, pour certains depuis très longtemps, vous avez le souvenir en Afrique de voir nos soldats au Tchad ou en Centrafrique en chapeau de brousse, petits shorts, patogas et chemise Gao, bien aérés pour être... Mais ça, c'est totalement fini. En Côte d'Ivoire, moi, quand j'y étais avec ma brigade, nous avions des véhicules de l'avant blindé, les soldats avaient des gilets pare-balles, le casque lourd, etc., etc. Parce que, hein, et bien sûr les populations civiles en sont les premières victimes, mais parce que la propagation d'armements basiques, hein, sur tous les théâtres d'opération, cette prolifération, eh bien, a comme premier impact, bien sûr, d'être beaucoup plus, d'avoir des accrochages beaucoup plus dangereux et vulnérants pour nos soldats. Et la tendance va en s'accentuant à partir du moment où, sur des théâtres comme l'Afghanistan, aujourd'hui le Mali, hein, là où nous faisons face à des fanatiques, des djihadistes pour la plupart totalement exaltés, eh bien, ils n'ont plus peur de la mort et développent donc des attaques suicides, utilisent les bombes, les pièges artisanaux, de façon, les voitures piégées, tout ce que vous avez pu connaître, et qui génèrent un besoin de protection encore accru. Et c'est pour ça qu'en Afghanistan, vous avez vu apparaître, en plus des protections pour les soldats qui en faisaient un peu des Robocop, des véhicules absolument énormes, parce que ce sont des véhicules qui doivent résister à 100 kg d'explosifs. Vous imaginez bien que 100 kg d'explosifs, ça vous retourne un char comme une crêpe. Hein. Les Israéliens en ont fait l'amère expérience en 2006, hein, face au Hezbollah, et ils se sont fait piéger. Eh bien, aujourd'hui, c'est une des armes favorites, hein, de ces gens-là. Armes favorites qui sont malheureusement pas uniquement réservées à leurs adversaires militaires, mais vous le savez bien souvent aux chiites quand ce sont des sunnites qui agissent, et je ne sais pas combien il y a de milliers de morts musulmans d'un bord par l'autre et réciproquement, mais je pense que l'addition doit être absolument considérable, parce que les moyens de destruction ne cessent de se perfectionner. Alors ça a évidemment une influence sur les tués, les blessés, la nature et le nombre de ces blessures. Alors, en seconde partie, et dernière, rassurez-vous, je voudrais évoquer un peu eh bien, ce bilan et ce que nous essayons de faire depuis des années pour faire face à ce problème. Je voudrais vous dire d'abord un mot sur nos soldats tués, morts au combat, et vous dire l'effort très important qui a été réalisé depuis quelques années pour mieux les honorer, mieux les accueillir à leur retour, mieux prendre en charge les familles. Et cet effort, heureusement, il n'est pas uniquement le fait des armées
et des associations militaires ou émanant de la défense. Cet effort, il est vraiment national, avec une classe politique, et en particulier un exécutif, qu'il soit d'un bord ou de l'autre, qui, depuis une dizaine d'années, a réellement pris en charge cet aspect-là, et, je dirais, traite très honorablement aussi bien nos tués, que nous, on ne considère pas comme des victimes, puisqu'ils sont tués en remplissant leur mission, mais nos soldats tués, morts pour la France, sont aujourd'hui honorés de façon tout à fait remarquable. Et les familles restantes, qu'il s'agisse des veuves, des orphelins, des parents, eh bien, sont entourées, non seulement grâce à nos associations Terre Fraternité, Solidarité Défense, la DOT, d'autres sans doute, prises en compte totalement dans l'instant, mais dans la durée, puisque on s'occupe des jeunes orphelins jusqu'à leur adolescence, pour leurs études, pour les permis de conduire, pour toute une série de choses. On a énormément progressé dans ce domaine-là, et c'est une bonne chose. L'autre aspect, bien sûr, concerne les blessés. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure les efforts de protection sur l'homme ou sur les véhicules que nous avons prodigués depuis des années. Je voudrais, avant de parler un peu de la nature des blessures, qui a un lien direct avec ces moyens de protection, vous donner quelques chiffres. Le théâtre afghan, par exemple, en nombre de blessés. En 2009, 169 blessés. Donc ça, ce sont des blessés évacués d'un théâtre d'opération. Les petites blessures traitées sur place n'entrent pas dans les comptes. En 2010, 214. En 2011, 295. En 2012, 198. Et en 2013, évidemment, 49, puisqu'on commence à se désengager, on est plus prudent sur le théâtre. Et en 2014, on a quitté ce théâtre. En 2013, c'est l'opération Serval au Mali qui prend le relais. Et là, nous avons 400 blessés évacués sur la seule année 2013. En 2014, alors que la situation est quand même calmée et sous contrôle, nous avons encore 132 blessés. Et pour l'année 2015, nous avons 95 blessés à la date d'aujourd'hui, pour cette fois l'ensemble de l'opération Barkhane, c'est-à-dire l'ensemble du Sahel. Alors si on s'interroge un peu sur la nature des blessures, comme je vous l'ai dit, il y a un lien direct avec les moyens de protection. Un fantassin qui va avoir un gilet pare-balles, un casque, des lunettes par éclat, va être généralement blessé au visage, au cou, au bras. Il y a un point faible qui est l'aine, là, ici, d'un côté comme de l'autre, parce que souvent les soldats sont pris de profil. Les jambes. Les blessures pour les fantassins seront faites par balles, par des éclats de toute nature, par des brûlures et effets de blast dans les explosions. Malheureusement, très fréquents. Dans un véhicule blindé, évidemment, lorsque le soldat a une partie à l'extérieur du véhicule, il peut être touché de la même façon qu'un fantassin. C'est souvent le cas à la tête. Et lorsqu'ils sont à l'intérieur, eh bien, ce sont soit des éclats d'une munition qui a perforé le blindé ou soit des brûlures, parce que bien entendu, l'incendie est un des dangers, aussi bien sur un blindé que sur un bateau, qu'un aéronef peut-être un peu moins. Donc notre dispositif, notre service de santé, les hôpitaux en France aussi se sont adaptés à cette évolution et à ces blessures qui, bien sûr, auxquelles il faut répondre par des spécialités. Vous savez très bien que nos hôpitaux militaires, ce sont les uns et les autres spécialisés dans telle ou telle nature de blessures. Celui qui prend la part la plus importante et les cas les plus graves étant l'hôpital de Percy à Clamart, mais les autres aussi ont leur part.
Et l'effort principal est fait, bien sûr, sur les hôpitaux, qui sont le lieu où on va former nos praticiens, qu'il s'agisse de médecins, qu'il s'agisse d'infirmiers, de réanimateurs, etc. Mais bien entendu, la priorité absolue, c'est d'avoir une chaîne d'évacuation des soldats la plus performante entre les théâtres d'opération où ils sont blessés et la métropole. Et c'est dans ce domaine-là, je crois, que les progrès ont été les plus nets. Alors, en Afghanistan, du fait que les zones dans lesquelles les soldats français étaient engagés étaient assez limitées, du fait que nous étions entourés d'alliés, et notamment des Américains qui disposent de nombreux hélicoptères et, comme nous, de personnel médical de grande qualité, on arrivait à des délais exceptionnels. Nos soldats étaient évacués dans l'heure de l'endroit où ils étaient blessés, et on arrivait à les rapatrier en métropole entre 36 ou 48 heures, sauf bien sûr quelques cas qui étaient opérés sur place et à ce moment-là, qui n'étaient évacués que quand ils étaient transportables. Avec le dispositif actuel, alors je vous ai mis, vous pourrez prendre un petit schéma donné par nos camarades du service de santé qui explique on va dire, les 4 niveaux de cette évacuation, avec 4 appellations, rôle 1, tout ça c'est des normes OTAN, rôle 1, rôle 2, rôle 3, rôle 4. Vous regarderez ça, c'est très simple. Le rôle 1, c'est dans la zone des combats, la priorité c'est obtenir la survie du blessé. Et cette survie du blessé, qui est une réalité aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'elle est aussi le résultat d'efforts considérables qu'on a fait dans la formation de nos soldats. Et un des grands progrès qui a été réalisé, c'est qu'on est parti du principe que tout soldat devait être capable de sauver un camarade au combat. Et quand je suis revenu de la DGSE après 4 ans dans ce monde bizarre et qu'on m'a confié l'armée de terre, j'ai pu aller voir les soldats se préparer en opération. Je vous promets que de simples soldats, on les met dans les camps de préparation, face à face, et tac, ils se font des perfusions, l'un l'autre, ils se posent des garrots, ils font une multitude d'actes élémentaires pour des gens de métier, mais pour un soldat basique, il y a eu des cas très très nombreux de soldats sauvés par de simples camarades qui ont su faire ce qu'il fallait faire pendant 10 minutes. Mais on a mis aussi des médecins tout près des soldats. En fait, il y a un médecin par compagnie, c'est-à-dire par centaines d'hommes, plus des infirmiers, plus des moyens. Et bien entendu, ce rôle 1, ce n'est que temporaire. Le but, c'est d'évacuer le plus rapidement possible, la plupart du temps par hélicoptère, nos soldats. On les envoie au rôle 2, et là, on traite les urgences de théâtre. C'est-à-dire, s'il faut sauver quelqu'un en opérant, c'est là que ça se fait. Alors bon, ça peut être à Gao. Dans le cas de Kaboul, on va arriver à un rôle 3 parce que c'est un hôpital de théâtre qui est beaucoup plus important et qui est d'ailleurs armé par des Français, mais aussi par des camarades des autres pays. Et puis, le plus vite possible, on lance les évacuations stratégiques vers la France et vers nos hôpitaux d'infrastructure qu'on appelle rôle 4. Donc ces évacuations, elles sont aussi très rapides. Si on prend l'exemple de l'Afrique actuellement, où on n'est plus dans l'heure pour relever un blessé et l'amener dans un hôpital de théâtre où il pourra être soigné. Là, ça va dépendre d'où il est au fin fond du Mali, du Niger, du Tchad ou de Centrafrique. Vous vous doutez bien qu'il y a quelquefois 2 heures de vol ou 3 heures de vol ou 6 heures par la route, etc. Mais on continue à faire effort là-dessus, et il faut que vous sachiez que dès qu'on monte une opération, évidemment on monte la chaîne d'évacuation sanitaire, et quelquefois c'est cette chaîne qui va dimensionner l'opération. Parce que les hélicoptères ont une faible autonomie. Dans le désert du Mali, vous n'imaginez pas combien de sauts de puce il faut faire avec un hélicoptère, c'est assez impressionnant. Eh bien, ça va souvent être un des facteurs dimensionnants. On n'envoie plus de soldats français en mission
si on n'est pas capable de les récupérer en cas de problème. C'est quand même un changement majeur par rapport à l'Indochine ou la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des gens qui partaient des semaines ou des mois tout seuls. Aujourd'hui, il y a toujours des anges gardiens, et alors c'est évidemment très lourd à monter. Les évacuations stratégiques sont effectuées depuis Paris, en fait, pour être précis, depuis Orly, avec les Falcons bien connus, les Falcons présidentiels. Alors, c'est pas forcément le plus beau qu'on prend, mais il m'est arrivé fréquemment, en utilisant ces avions pour aller sur un théâtre d'opération, au retour, d'embarquer 1 ou 2 blessés légers, etc. Mais dès qu'il y a un cas grave, il y a un avion qui décolle et qui va donc chercher nos blessés, comme je vous l'ai dit, en 36 heures. Lorsqu'il y a des pertes massives, c'est arrivé en Afghanistan lorsqu'il y a eu la tuerie de Guam, eh bien, on utilise des gros avions, les avions ravitailleurs KC-135, qui sont aménagés, qui peuvent rapatrier 12 blessés graves en même temps. Et on a un plan qui s'appelle le plan Morphée. Et je me souviens d'une arrivée à Roissy à 1h du matin, d'une douzaine de blessés, tous grièvement atteints, avec une mobilisation au sol impressionnante, la BSPP, tous les services du SAMU, etc. Et une répartition de tous les blessés vers les hôpitaux. Ils s'en sont tous sortis. Donc, si vous voulez, c'est assez impressionnant. Et bien entendu, tout ce travail est à mettre au crédit, bien sûr, du service de santé des armées, mais de tous ceux qui ont à œuvrer là-dessus. Alors, une fois, qu'est-ce qui arrive à nos blessés une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital? Bon, il y a quand même une grande quantité de blessés. Ça s'est un peu calmé ces temps-ci, mais la période la plus dure a été bien sûr l'Afghanistan et puis le début des opérations dans le Sahel. Et là, il y a 4 grandes directions. Soit le blessé peut rejoindre son régiment. Il faut savoir qu'ils veulent tous retrouver leur régiment. Ils veulent tous repartir en opération. J'ai accompagné le président Hollande lorsqu'il a fait sa première visite aux blessés. Et bien sûr, il avait prévu à la sortie un papier pour parler un petit peu aux journalistes et à la télévision. Et ben, je vous promets qu'il n'a pas dit du tout ce qu'il comptait dire en sortant, parce qu'il a été complètement stupéfait de voir des soldats qui avaient un pied en moins, qui étaient blessés graves, qui ne rêvaient que d'une chose, c'est de retrouver leurs camarades, si possible sur les théâtres d'opération. Et c'est un vrai réconfort de voir que même gravement touché, il ne doute pas. Alors, le doute viendra quelques fois après, bien sûr, parce que la vie est tout à fait différente quand on est gravement touché. Donc, la meilleure et la catégorie qui est la plus nombreuse, c'est ceux qu'on peut renvoyer dans leur régiment. Ils sont réparés. Quelquefois, ils ont été amputés, mais ils ont une prothèse. Je vous promets avoir eu devant moi un jeune soldat qui avait perdu les 2 pieds. Et quand je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, il m'a dit « moniteur de sport ». Et c'est vrai qu'avec des prothèses comme on en fait aujourd'hui, et avec l'adaptation de nos statuts qui fait maintenant, on sait créer des postes pour des soldats grièvement blessés, alors qu'autrefois, assez rapidement, on avait tendance à les mettre à la retraite, et puis, bien sûr, on ne les abandonnait pas. Mais aujourd'hui, on commence, et c'est un grand progrès, à adapter des postes à nos soldats blessés. Alors ça se fait soit dans le régiment, soit dans la garnison au sens large, c'est-à-dire dans la région d'origine, parce que bien souvent, nos soldats vont vouloir rejoindre la région où ils habitent. Le troisième cas, c'est quand le soldat sort de l'hôpital, mais il n'est pas totalement réparé. Donc là, il y a des processus de rééducation qui sont très longs. Des processus, on les met en longue maladie, et bien souvent, ça se traduit par une reconversion ensuite dans le civil. C'est dans cette période qu'on fait un effort tout particulier pour ne pas les abandonner, parce qu'on sait très bien que c'est à ce moment-là que les coups sont les plus durs. Et puis enfin, pour les plus touchés, on les accueille notamment à l'Institution nationale des Invalides, et nos 3 plus jeunes
pensionnaires ont 25, 27 et 30 ans. Ils sont tous les 3 tétraplégiques. Mais ils font des choses extraordinaires. Celui de 27 ans est un capitaine qui a fait cette année Sciences Po un Master 2. Bon, il était polytechnicien, donc ça aide. Mais bien qu'il soit vraiment tétraplégique lourd, il ne peut même pas taper sur un ordinateur, et ben, il a réussi à faire un Master 2. Et les autres qui sont un peu moins doués sur le plan, je dirais, intellectuel et académique, font des choses quand même si bon, ils sont très, très grièvement atteints. Mais vu la lourdeur des soins et vu un peu leur détresse, les Invalides restent un endroit où ils sont encore dans une ambiance un peu militaire, et puis la proximité de Paris, des autres hôpitaux, la proximité de leurs camarades, les visites fréquentes, une multitude d'initiatives font que ils sont les bienvenus. Pour vous dire la réalité, ça va de 25 à 100 ans. Et le point moyen est plus près de 100 que de 25. Mais malgré tout, il y a dans cette institution des Invalides où nous avons 80 pensionnaires. C'est pas beaucoup, mais 80 quand même, et qu'on entoure de soins. Je pourrais vous en reparler si vous voulez. Alors, ça c'est un premier tri des blessés. Je vais vous donner d'autres données statistiques pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres que je vous ai donnés. Si on prend l'année 2014, nous avons eu 786 militaires évacués pour raisons sanitaires. Donc, c'est-à-dire des gens qui étaient quelque part dans le monde et qu'on a rapatriés en métropole. Il y en a 462 qui provenaient des opérations extérieures, dont 132 dans le Sahel et 209 pour la Centrafrique, Sangaris. Il y en a par ailleurs 279 qui venaient de nos forces prépositionnées outre-mer, que ce soit des forces de souveraineté dans les départements territoires d'outre-mer, ou des forces de présence comme à Djibouti, aux Émirats arabes unis, au Gabon, maintenant en Côte d'Ivoire, etc. Et puis 45 pour d'autres activités, notamment des exercices. Et puis si je prends le même total de 786 et que là sous un angle un peu plus médical, sur les 786, vous en avez 379 qui ont été évacués pour traumatisme, donc blessures de tout type, 240 pour maladie, 166 pour raisons psychologiques, dont bien sûr les syndromes post-traumatiques, et une grossesse, ce qui est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, vous voyez un peu que tout n'est pas monolithique, évidemment, et qu'il n'y a pas que des blessés au combat. Dans toutes nos opérations, et l'Algérie avait été tout à fait symptomatique, il y a beaucoup de blessés par accident. Accident de la circulation, parce que bien sûr les gens pilotent, on dit plutôt pilotent que conduisent, mais de jour, de nuit, quelquefois sous le feu, sur des pistes improbables, avec des véhicules qui sont puissants, mais lourds, etc. Donc il y a souvent des accidents. Et puis les autres accidents, ils proviennent la plupart du temps du maniement des armes, du maniement des munitions ou du maniement des explosifs. Et c'est pas toujours, c'est souvent des erreurs, parce que la fatigue ou une petite erreur de manipulation, vous savez qu'on a eu un tué récemment par un tir fratricide, on peut le dire. Et puis pour terminer, parce que je voudrais pas être trop long, mais j'ai été trop long, je voudrais vous dire que une des catégories qui fait l'objet de toute notre attention aujourd'hui est bien sûr le cas des syndromes post-traumatiques. Parce que sur certains théâtres, l'Afghanistan c'est certain, en Centrafrique particulièrement net aussi, lorsque nos soldats sont exposés à des événements extrêmement durs, notamment lorsqu'ils voient disparaître des camarades, dans les explosions notamment d'IED, vous savez, ces pièges affreux qui font des blessures terribles, lorsqu'ils voient de la population maltraitée, des enfants décapités par leurs congénères, comme en Centrafrique, etc. Sur le coup,
Les soldats résistent, ils continuent, remplissent leur mission, et puis, une fois rentrés en France, on constate qu'ils ne dorment plus, qu'ils font des cauchemars, qu'ils sont invivables, les maris sont insupportables pour leurs femmes et leurs enfants, etc., etc. Je pense que dans le passé, on traitait ça, voilà, c'était un peu de la déprime ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on a fait de très très gros efforts pour prendre en compte, détecter, prendre en compte un volume qui est quand même significatif pour l'armée de terre. Il y a quelques mois, le chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, vous voyez, on a une cellule d'aide où il y a au moins 30 personnes avec des gens admirables qui connaissent tous les blessés d'une armée par leur nom, qui connaissent toutes les familles des tués, etc., qui se donnent sans arrêt à cette mission, eh ben, il a quand même 600 syndromes post-traumatiques dans le vivier, même si ce terme est un peu péjoratif. Là-dedans, il y a des gens très atteints, qui relèvent vraiment de psychiatrie lourde, mais il y a aussi des soldats ou des officiers ou des sous-officiers qui ont subi un traumatisme, un choc, mais dont on espère bien les sortir rapidement d'affaire par un traitement adapté ou par un repos ou je ne sais quoi. Et donc, on est en train véritablement de faire de gros efforts pour prendre en compte ces affaires-là, ne pas dramatiser. Nous ne sommes pas l'armée américaine avec des bataillons de syndrome du Golfe, hein, mais ce sont quand même des effectifs significatifs. Et donc, on fait de gros efforts. Dans ce cadre-là, nous étudions aux Invalides la possibilité de recevoir, comme c'est quand même un endroit très, très, très adapté, avec une multitude de petits bâtiments, avec des cours. C'est un oasis en plein Paris. Hein. Je fais de la pub, mais c'est la réalité. Et là, on voudrait garder quelques semaines les gens, pas du tout dans une ambiance d'hôpital ou de psychiatrie lourde, mais plutôt de camarades de combat qui se retrouvent avec bien sûr, quelques blouses blanches. Et pour essayer le plus rapidement possible de les renvoyer chez eux et qu'ils ne rentrent pas avec la honte d'avoir été hospitalisés pour psy, ce qui évidemment dans le monde militaire n'est pas très porteur comme étiquette. Voilà, donc j'espère ne pas vous avoir trop assommé, ni de chiffres, ni de constatations hors propos, mais je parle d'abord de ce que je connais bien et de ce qui m'a occupé quelques années. En général, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous. Et je voulais vous dire que pour nous, c'est très intéressant et peut-être lorsque nous serons sur certains théâtres et qu'on croisera les gens de l'armée, on le verra avec un... Nous n'y manquerons pas. Je renouvelle l'appel que je vous ai fait tout à l'heure sur les migrants, sur ceux qui ont des idées ou qui voudraient participer, de contacter Paul. Je voulais vous donner le programme pour les 4 mois à venir parce que nous pensons que c'est une période où il y a beaucoup de nécessité d'avoir une réflexion sur des sujets sociétaux ou géopolitiques compte tenu de l'accélération des actualités. Au mois d'octobre, je crois que c'est le 5 octobre, 5 octobre. Le 5 octobre, il y a Jean-Louis Borloo qui va venir sur son projet, et certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, un projet passionnant d'électrification de l'Afrique. Et il viendra nous parler avec sa fougue et sa passion qu'on lui connaît. En novembre, il y aura Nicole Bacharan, qui est une spécialiste des États-Unis, qui viendra nous parler de 1 an avant l'élection présidentielle, les enjeux que cela comporte, notamment pour nous. En décembre, Jean-Marc, excuse-moi, tu vas pas m'engueuler. Ah non, il est ronchon, hein. Jean-Marc Droguet, qui est un spécialiste de la traite des êtres humains à travers le monde. Et en janvier, le premier lundi de janvier, il y aura Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, qui viendra nous parler de la laïcité en France et des enjeux très importants que c'est pour notre pays. Voilà pardon, le 11 janvier. Voilà. Donc, mon général, il y a un verre où vous pourrez peut-être poursuivre cette discussion. Merci encore. Merci à vous.